Belle feinte contre Ward. Semaine, dit plus. Feinte, tir. Élevé! Pour Kevin Veilleux. Veilleux, belle montée. Coupe à la plaisir. Veilleux! Ainsi seul encore une fois. Il va de la même feinte et cette fois-ci réussit à marquer. Olivier! C'est tiré! Échappé! Dans le gardien, Marcoux tire! Quel arrêt d'Étienne Marcoux! Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à la Source LNH, le balado officiel de la Ligue nord-américaine de hockey. Aujourd'hui, à l'émission, on reçoit Mathieu Coderre-Gagnon, le défenseur des 3L de Rivière-du-Loup. Dave, comment ça va? Ça va bien, toi? Yes, ça va bien. Yes, oui. D'entrée de jeu, je vais te dire, Dave, sur le mur là, de l'assurance de Thetford, on a annoncé une transaction à venir. Ben oui, Colin, est-ce que ça va tomber pendant le podcast? Ils n'ont pas mis d'heure, donc on se croise les doigts que ça soit pendant le podcast, qu'on puisse l'annoncer pendant le podcast puis en jaser un peu. Habituellement, quand les équipes l'annoncent d'avance, c'est parce que c'est des bonnes transactions. Fait que, à voir, on sait, c'est l'assurancia qui personne n'aurait prédit ça après 7-8 games. Présentement, il est au dernier rang dans la Ligue américaine. Donc, j'imagine qu'on veut changer la recette, fouetter les troupes, je ne sais pas. On veut créer quelque chose à la tête fermée. En tout cas, j'ai hâte de voir c'est quoi. Si on a la chance de le savoir pendant le podcast, ça serait le fun. À ce moment-là, on va pouvoir dire que Bobby a le sens du timing. Ouais, ben en tout cas, si c'est fait exprès, on vous remercie parce que c'est sûr que ça rend le podcast plus fun s'il y a un échange qui arrive en même temps. Yes. Donc, on salue les gens là, qui nous écoutent. Il y a déjà quelques personnes qui se sont connectées et qui nous ont salués. Jean-Paul Veilleux qui dit bonsoir les boys, bonne soirée avec nous tous. François Poliquin qui dit bon podcast messieurs. Stéphane Bellé également qui dit salut messieurs. Félix Dallaire également qui dit salut. Danny Charrette qui dit bonsoir les gars. Alain Dubois également, salut gang. Dave, quelques nouvelles qui ont retenu l'attention dans la dernière semaine? Oui, il y en a une qui a fait jaser un petit peu. Je pense que on a fait le tour de la question, là, mais en tout cas, ça, c'était arrivé le lendemain, je pense. C'est podcast. Ça, le mercredi, le lendemain du podcast, il y a eu toute la saga Jason Demers. Ça a fait le tour un peu des manchettes. Là. C'est qui ce faux Jason Demers-là qui... Moi, en tout cas, personnellement, ce que je comprends pas là-dedans, c'est si quelqu'un, c'est quoi le but de se faire passer pour Jason Demers pendant 2 mois. Ça, je la comprendrai jamais, mais en tout cas, c'est rendu là, je pense qu'il vaut mieux en rire que d'autres choses. Là. C'est fait. C'est sûr, c'est dommage pour les pétroliers, puis Lucien Paquette qui a mis du temps et des efforts dans ce dossier-là, mais malheureusement. On invite les gens à aller sur la page de la Ligue, l'entrevue là, de Lucien Paquette à BPM Sport. Et là c'est sûr que ça remonte à environ 6 jours. Là, mais si vous scrollez un peu sur la page de la Ligue, vous allez voir les détails un peu là, si vous n'avez pas écouté la radio. Là, exact. Jeudi dernier, je pense. Ouais, puis je suis déçu parce que moi, j'ai mon chandail des Sharks de San Jose chez moi, qui est signé par Jason Demers, même ici. On va voir le JD. Colin, je voulais le porter à la prochaine game, à Laval, mais c'est dommage. Je l'avais rencontré à Dorval. Il faisait dans le temps qu'il jouait pour les Sharks, il a fait une séance de signature et tout. J'ai fait signer mon chandail. C'est même pas un chandail de Jason Demers, c'est un chandail de ces vieux, là, c'est Jonathan Chichu qui est en arrière. Ah, c'est vrai. C'est l'année qu'il avait fait 50 buts. Pas pire. Ouais. Mais en tout cas, fait que, non, c'est ça. Puis je pense que, tu sais, pour tourner ça peut-être un peu au positif, je pense que c'est le fun d'avoir eu des entrevues avec des gens de la Ligue nord-américaine à radio, notamment la BPM, là, Jesse Girard puis Lucien Paquette, qui parlent d'autres choses que, mettons, des débordements dans les matchs, là, qu'on a pu en entendre un petit peu plus pour
les dessous. Lucien Barguette, c'est le fun. C'était vraiment un peu les dessous de comment ça se fait, les négociations dans la Ligue nord-américaine pour amener les joueurs ici. Puis, expliquer justement que les joueurs là, professionnels comme ça n'ont pas nécessairement un agent, là, parce qu'un agent n'est pas intéressé à avoir un joueur qui est 500 par semaine. C'est pas assez payant pour un agent. Donc, ceux qui se demandaient pourquoi elle n'est pas passé par un agent, c'est une des raisons. On traite avec les joueurs. Les dessous un peu, justement, ça, pour les gens là, qui se posaient peut-être quelques questions, avait quelques réponses. Puis aussi, ça, on demandera à Mathieu Gagnon si c'est son agent qui l'a plugué à Rivière-du-Loup. Mais ça pour dire aussi que quand l'entrée de Jesse Durand aussi, qui en a profité pour ça, essayer de plugger que justement c'est quoi la Ligue nord-américaine en 2023. Puis le calibre de la Ligue également. Puis, pour ceux qui se demandaient pourquoi qu'un gars de 700 parties dans la Ligue nationale voudrait jouer dans l'NH, qu'il n'y a personne qui voudrait, ben, c'est parce qu'il y en a déjà eu qui en ont eu même des 1000 matchs. Puis Lucien Paquette en avait parlé là, des joueurs. On a eu ici le Bruno Saint-Jacques là, qui a joué il y a quelques années. Lucien avait parlé des Daniel Marois, Dominique Roussel, Bobby Dallas. Beaucoup. Ouais, donc il y en a quand même plusieurs là, qui ont passé. Là, Éric Fichaud également. Donc, Éric Fichaud. Même dans la Ligue, Maxime Eisenhower, c'est quoi, 50 matchs, je pense, dans la Ligue nationale? Sans oublier ceux qui sont présentement dans la Ligue, qui ont touché à la Ligue nationale. Maxime Eisenhower, que ce soit Mathieu Roy, Sauvé. Voilà, alors on s'est fait le tour de cette histoire-là, cette saga-là. Brandon, on va rester avec Laval. Brandon Hamelin qui a marqué son 100e point en fin de semaine. Donc, félicitations là, à Brandon Hamelin, un des très bons jeunes joueurs de la Ligue qui fait bien paraître là, la Ligue. Là, des très bonnes mains, ils vont pour faire des jeux spectaculaires également. Donc, j'espère pour les fans de Laval que ça ne sera pas... qui va se rendre à 200 et plus. Je ne sais pas combien de temps il va pouvoir jouer dans la Ligue, mais je pense que c'est un des très, très bons jeunes joueurs là, pour la Ligue. Donc, beau plateau d'atteint. Sinon, les 3 étoiles, là, 3e étoile la semaine, Mathieu Gagnon. La deuxième, Loïc Léveillé. La première, Philippe Cadorette. Donc, ça aussi, ça a sorti aujourd'hui. Donc, Mathieu Gagnon, qui est vraiment en train de s'établir comme le défenseur offensif là, à Saint-Georges, qui est capable de rivaliser niveau points à date jusqu'au début de la saison avec les grosses pointures de la Ligue, là, les Bilodeau, Brisebois, Nathan Larose. Mathieu Gagnon est en train de... S'il continue cette lancée-là, va être capable de... Puis on l'a vu en série l'année dernière, là, je pense que c'est pas de cette année, là, ça date d'avant ça, là, mais en train de s'établir comme un des bons défenseurs offensifs. Puis là, avec Léveillé, je dirais quasiment la même chose. Puis tu sais, c'est de réussir à se démarquer autant depuis le début de la saison du côté de Loïc Léveillé dans une équipe qui a déjà tout ce talent-là en défensive. Assez remarquable. Puis sinon, Philippe Cadorette qui, en fond, fidèle à lui-même, réussit bien son adaptation. Ça avait été le premier match qu'il avait joué avec sa nouvelle équipe, ça a été un peu difficile, mais depuis ce temps-là, il est redevenu le Philippe Cadorette qu'on voyait à Thetford. Donc, vendredi, ça avait repoussé 35 des 37 tirs vendredi là, pour se mériter la victoire. Exact. Donc, bonne performance. Donc, Léveillé, c'était 2 buts. Mathieu Gagnon, 2 buts, 2 passes en 2 parties. Donc, exact. Donc, voilà, ça fait le tour des nouvelles. Est-ce que tu avais d'autres... il y avait, je veux souligner là, les pétroliers là, qui, lors leur dernier match local là, contre Saint-Georges, les partisans avaient participé à une levée de fonds là, pour le pilote de karting Lucas Deslongchamps et ça l'a permis d'amasser 1900$ pour aider le jeune athlète. C'est bien, ça, c'est très bien. Puis ça me fait penser aussi, on pourra en parler peut-être avec Mathieu Gagnon, peut-être faire une petite transition, mais ça va être le match surtout
vendredi à Rivière-du-Loup. Donc, toujours une bonne cause, là, ramasser les toutous pour les organismes de charité de la région. Puis, seulement, ça fait tout le temps des matchs avec tout le temps un petit extra, le match des toutous. Fait qu'il risque d'avoir une bonne foule. Puis, on peut aussi parler du match de vendredi dernier à Sorel, après le match que les 3L ont eu à Sorel. Je pense que les joueurs vont être excités là, de retourner à la maison pour essayer d'offrir une autre performance comme ça devant leurs fans. Qui vont jouer contre l'Assurancia. Donc, ils vont peut-être jouer contre des nouveaux joueurs. On ne sait pas encore. Ouais, pour ceux qui viennent de joindre à nous, là, il y a un échange qui a été annoncé du côté de l'Assurancia. On n'a pas d'heure, là, mais on espère bien que ça puisse être pendant le podcast. Et voilà. Good. Donc, on est prêt à aller avec notre invité, Mathieu Coderre-Gagnon. Yes, let's go. Salut Mathieu, ça va bien? Ça va bien, vous autres, boys? Ouais, ben oui. Donc, tu viens d'arriver avec les 3L de Rivière-du-Loup, nouveau défenseur là, de l'équipe. Déjà joué quelques matchs. Comment on trouve ça, là, la Ligue nord-américaine de hockey? Ah, j'aime vraiment ça, pour vrai. Comme je comptais un peu à mes amis, là, on est chanceux au Québec d'avoir une ligue pour ton après-carrière ou même pour ceux qui sortent de l'université, pour un peu n'importe qui. Mais comme je suis content, mettons, les gars que j'ai joué dans le passé professionnellement, on est chanceux au Québec. Quand tu arrêtes de full-time le hockey pro, mais tu as encore du hockey la fin de semaine, c'est que tu te sens pas vraiment comme si tu as arrêté de jouer. Là. Première question que je vais te poser, Mathieu. Toi qui as eu une longue carrière, là, qui a fait beaucoup d'autobus, est-ce que tu as mieux autobus ou bien minivan? Je m'adapte encore les minivans le vendredi. C'est bon. On s'entend que Rivière-du-Loup, c'est pas à la porte non plus. Je viens de Montréal, mais c'est beaucoup moins de voyagement pareil que le pro quand tu passes un Wichita à Utah 20 heures dans un autobus. Là, ça peut être long des fois. Ouais. C'est un bon argument. On entend souvent que c'est loin Rivière-du-Loup, mais quand on le met en perspective comme ça, c'est peut-être pas si loin que ça quand on compare. Parlant de ça, ton début de saison, ça va bien. Tu as marqué ton premier but vendredi dernier. Tu as aussi ton premier combat. Pensais-tu que ça allait arriver un peu les deux en même temps? Ouais. Non, mais non, ça fait du bien de marquer, ça c'est sûr. Le premier combat aussi, mais non, j'avais un petit slow start niveau points, c'est que ça a fait du bien ce qu'on avait un but à Sorel vendredi passé. Ouais, puis je voulais revenir aussi, c'est un coup un peu qui avait parti un peu ce qui est arrivé avec Olivier Plot, parce que j'ai trouvé ça quand même inusité. T'es comme vraiment allé devant le banc de Sorel de dire « Hey, embarque sur la glace ». Ouais, ça c'est... j'étais un petit peu de mauvaise humeur, ils m'ont fait frapper un chiffre avant. Je m'avais fait quand même frapper assez solide un peu au niveau de la tête. C'est que j'étais un peu de mauvaise humeur, puis j'ai vu que Claude Despatie il frappait pas mal le chiffre d'avant, c'est que j'ai décidé de m'imposer un peu. C'est bon, puis je voulais savoir un peu je pense... Il y avait aussi, parce qu'il y avait picassé un peu Simon Chevrier, c'est un chiffre d'avant. Je ne sais pas si ouais. Mais ce que je voulais savoir, c'est parce que là, les 3L, vous avez joué un très bon match, puis les résultats, ça s'en vient tranquillement depuis le début de la saison. Puis un match comme vendredi à Sorel, j'ai vraiment l'impression que c'est un match pour c'est un match où les choses débloquent un peu parce que l'équipe s'est tenue. Il y a eu toi, il y a eu Crevier-Morin aussi quand je pense qu'il est parti de loin un petit peu pour aller frapper Samuel Thibault. Puis je pense qu'il n'avait pas apprécié ça. C'est quoi un peu c'est quelque chose qu'on ressent un peu à la fin du match, de dire comme là, on a peut-être un peu franchi une autre étape, de voir l'équipe se tenir comme ça, d'aller chercher une grosse victoire comme ça, quand justement on essaye de se trouver en début de saison. C'est quoi un peu la vibe après le match? Non, c'est sûr que ça a fait du bien. Je te dirais que depuis le début de l'année, on passe tout le temps proche. On dit tout le temps on passe proche, mais il faut trouver le moyen de gagner puis trouver
le moyen de ne pas perdre nos leads quand on l'a, ou commencer à scorer des buts. On ne perdait pas par beaucoup. Des fois, on leadait la game, on perdait notre avance. Puis d'aller chercher une grosse victoire sur la route comme ça un vendredi, ça a fait du bien, c'est sûr. Puis revenez devant vos fans, pas pour mettre de la pression un peu inutilement, mais j'imagine que vous devez avoir hâte là, de gagner la première devant vos fans à Rivière-du-Loup, parce que vous avez vraiment, c'est le fun de voir là, les fans vraiment cette année à date sont au rendez-vous. Non, oui, c'est sûr. Juste le match d'ouverture, ça m'a surpris le nombre de fans qu'on avait pour vrai. J'étais comme, c'était vraiment nice pour être. Rivière-du-Loup, c'est quand même une grosse aréna aussi. Puis de l'avoir rempli, c'est toujours le fun. Ça nous donne l'énergie, surtout après, comme tu dis, un 4h30 de minivan là, le vendredi. Là, c'est le fun quand l'aréna est pleine. Mathieu, on voulait parler aussi un peu de ta carrière. Donc, tu as 31 ans. Ouais. Au niveau junior, là, comment que ça s'est passé, niveau junior pour toi? Moi, au niveau junior, je te dirais que ça a été un petit des petites montagnes russes. Là, je te dirais que j'étais en gros développement. Je me cherchais en tant que joueur dans la ligue. J'avais junior majeur, un joueur offensif. Puis c'est pas quelque chose qui m'a graffé. J'ai joué un peu de powerplay et tout, mais vraiment, qu'est-ce qui m'a sorti du lot, c'était vraiment ma toughness. Puis là, quand je suis arrivé professionnel, c'est vraiment ça. J'ai cherché ma game défensive, puis devenir un joueur tough à jouer contre. Là. Ça fait que je te dirais que junior, là, ça a été une petite montagne russe. J'ai eu des belles années, avoir gagné la Coupe Memorial avec Shawinigan et tout. Mais personnellement, je te dirais que vraiment où j'ai trouvé ma game, c'était professionnel. Oui, puis t'as photo justement ici. Ah, ouais. Un autre joueur de la Ligue. Un joueur connu. Dylan Labbé. Ah ouais, avec Dylan, oui. C'était mon roommate à Shawi. Ouais. Quand on l'a reçu, dans le fond, il y a quelques semaines, il nous avait parlé c'était un parcours spécial quand même, cette année-là, de la Coupe. Vous avez été éliminé, vous n'avez pas joué pendant un moment, puis comment ça s'est passé pour toi, là, de ce côté-là? Ouais, je te dirais que c'était difficile. On est allé all-in à Noël en cherchant beaucoup de défenseurs comme Brandon Gormley, Ellis. On s'est boosté un club. On a beaucoup hypothéqué pour pouvoir gagner cette année-là. Puis d'avoir été sorti de bonne heure comme ça en playoff, ça nous a fait mal. Puis je te dirais que le mois avant la Coupe Memorial, ça a été un camp militaire. C'était dur physiquement, mentalement. Il fallait vraiment être prêt. Là. Je vois le commentaire de Dylan Labbé. Non, ça a été... je te dirais que c'est quelque chose qui a forgé mon caractère en tant qu'athlète, ça c'est sûr. C'est quelque chose que tu ne vis pas souvent, être un mois off puis avoir joué un des plus gros tournois, le plus gros tournoi junior au monde. Là, ton année de 20 ans, je pense que tu as commencé avec les cataractes, mais c'est quand même été une année hors de l'ordinaire. Tu étais avec les cataractes, avec Whitecourt, et puis débuté en même temps ta carrière professionnelle. Oui, c'est comment tu t'es ramassé là? Je suis allé voir sa map, c'est pas à la porte Whitecourt. C'est comme 2 heures en banlieue d'Edmonton. Ouais, en plein ça. 2h30 en Guillaume, mais c'est vraiment, c'est un truck stop. Il n'y a pas grand-chose. C'est vraiment pas gros, mais non, mais une belle ville de hockey, par exemple. Non, c'est à mon 20 ans, quand on était au camp d'entraînement, on avait encore 4-20 ans. Puis tu as seulement droit à 3. Ça fait que on avait parlé d'un peu alterner les 20 ans puis tout. Puis ça n'avait pas été quelque chose qui m'avait vraiment intéressé. Ça fait que Whitecourt m'avait pas mal parlé durant l'été. C'est qu'après le camp d'entraînement, quand on a parlé d'alterner nos 20 ans jusqu'à Noël, juste avant qu'on fasse un échange, j'ai laissé savoir mon GM que j'aurais aimé ça aller jouer junior, puis le temps je voulais jouer, puis s'il y avait besoin de moi de me rappeler. Puis comme de fait, quand l'échange s'est fait à Noël, il m'a rappelé, puis j'avais fini ma carrière junior à Shawinigan. C'est là un peu qu'à Whitecourt, tu parlais là, de développer, puis que c'est un peu la toughness que tu as mis sur la map. Quand on regarde les statistiques, c'est comme 250 minutes de finalité en 35 matchs. C'est parce qu'il était. la plus de la ligue.
Ouais, c'est parce que les arbitres t'évitent ces 10 minutes de mauvaise conduite ou vraiment tu faisais la loi là-bas? Ben, tu sais, je dirais qu'au Québec, je me faisais pas trop achaler. J'avais fait mon nom pas mal. Tu sais, je jouais ma game. Puis quand je suis arrivé à Whitecourt, mais tu sais, un franco-québécois, tu sais, il n'y avait pas vraiment jamais vu ça dans la Ligue junior là-bas. C'est que je me faisais achaler. Puis je voulais faire mon nom. C'est que quand je me faisais baver, mais ils ont appris que ça passait pas. C'est que. Mais tu sais, il était un peu plus. Il était sévère pas mal ses punitions, je t'avouerais. Là. C'est qu'à un moment donné, mon coach, il fallait qu'il me mette de côté, puis il a fait comme regarde, là, t'as 20 points en 25 games, quelque chose dans le genre, puis t'as joué 20 minutes par game, tu t'es fait sortir à chaque fois. Là. Il a dit t'aurais des bons stats si t'aurais fini tes games. Là, c'est que, il a dit il faut te laisser tranquille un peu. Puis tu as joué quelques parties là, en fin de saison avec les Comets de Fort Wayne dans l'East Coast League. Ouais, quand j'ai fini mon année 20 ans à Shawi, on n'avait pas fait les séries. On était un rebuild, ça a été une année assez difficile, je te dirais. On n'avait pas gagné beaucoup, ça fait qu'il restait peut-être 6 games à l'année dans l'East Coast. Puis eux aussi, ils ne faisaient pas les séries, c'est que mon agent m'a appelé à la fin de l'année. Puis il m'a dit qu'il y avait une opportunité d'aller finir l'année. Il m'a dit, tu sais, vas-y, tu vas peut-être jouer des games, mais peut-être pratiquer. Tu vas faire de l'expérience, puis va voir un peu à quoi ça a l'air. Puis j'ai eu la chance d'arriver là, ça a super bien été. Ils m'ont fait jouer toutes les games. Puis à partir de là, j'avais une bonne game, un bon combat avec une passe. Puis il y avait des recruteurs de la Ligue américaine qui étaient là. Puis j'ai réussi à sortir de là avec un contrat de la Ligue américaine. Puis, j'ai vu aussi que tu as déjà fait là, un camp du Canadien. Ça, c'était-tu après ta dernière année junior? C'est quand que c'est arrivé, ça, avoir la chance d'aller faire le camp de Montréal? Ça, je te dirais que j'avais... En sortant de junior, j'avais signé à Bridgeport dans l'américaine. J'avais fait le camp des Islanders. C'est que ça avait été mon premier camp dans la nationale. Puis le Canadien, ça a été 3e. Puis c'était à 25, 24. 24. En 2016-2017, dans le fond. Ouais, c'était... Ouais, c'est à peu près 24 ans. Ça avait été dans l'été random, vraiment. Je pense qu'ils cherchaient un peu à rajouter de la toughness, un peu dans la Ligue américaine. C'est qu'ils cherchaient à tester des joueurs. Puis à m'amener, je pense, 3 semaines avant le camp d'entraînement, mon agent m'est arrivé avec... il dit, gars, t'as une invitation. Je ne sais pas encore à quel camp. Peut-être la Ligue américaine, peut-être le camp du Canadien. Puis je pense 2 semaines avant, il m'a appelé pour me dire que j'allais au camp principal du Canadien. Ça fait que un petit appel dans la minute, c'était vraiment nice. Ouais, j'étais vraiment content. C'est quoi selon toi ton meilleur souvenir d'avoir fait le camp des Canadiens? Ah, c'est dur. C'est comme... Ça va être plus spécial que les autres. T'sais. En même temps, tu fais d'autres camps de la Ligue nationale, mais le Canadien, ça va été vraiment spécial. T'sais. Je me rappelle vraiment là, de... Quand j'étais au camp des Islanders, exemple, ça avait été business. Je pensais pas à grand-chose. J'étais plus genre... J'avais mon contrat, mais je voulais bien faire et tout. Mais quand j'étais au camp du Canadien, j'étais vraiment plus dans un mode, enjoy, prends toute l'expérience. J'ai grandi à Montréal, je viens de Montréal. Mes amis, c'est tous des fans finis du Canadien. Ça fait que ils venaient voir les pratiques. Ils me demandaient plein de questions. Juste être là, regarder un peu les joueurs. Mais cette année-là, ça a été un peu différent parce qu'en plus, je pense que c'était la Coupe du Monde ou je sais pas trop. Ça fait qu'il y avait une couple de gars qui n'étaient pas là. Je pense que début du camp, Price, ces gars-là étaient tous au camp en Europe, je pense. Je me trompe pas. C'est que ça avait été un camp un petit peu plus... Un début qui manquait un peu de gars, mais quand les gars sont arrivés, ça a changé de pace, ça, c'est sûr. D'avoir porté le chandail du Canadien, t'as un live de petits gars? Non, c'est sûr. Là, tu fais des media days, puis là, t'as des entrevues avec des postes de télé, puis t'es comme... Je dois même pas savoir je suis qui, mais je vais le faire pareil. C'est ça. Ah, non, ça, surtout des fois à Montréal, là, on dit que les journalistes... C'est drôle, juste un exemple. Tu vois les avant-matchs sur l'écran géant, l'entrée des joueurs et tout, mais il faut faire tous les joueurs au camp. RDS puis toutes les affaires là. Puis là, je le regardais, je dis, j'ai-tu vraiment besoin de faire ça? Clairement, j'allais pas faire le Canadien. Là. Je les regardais, je dis, j'ai vraiment besoin de faire ça. Il dit, tous les joueurs, il faut qu'ils le fassent pareil. J'étais comme, OK. C'est quoi,
C'est genre mettons, je sais pas, tu fais ça de même, puis là, tu lèves la tête comme ça, puis là, tu regardes le. Non, en plein ça, ou ta Ouais, célébration, ou pour les annonces à RDS, pis ces trucs-là, ils font vraiment faire à tout le monde, t'arrives, ils te donnent une liste, puis là, faut que tu fasses tous les postes de TV, tous les postes de tous les angles, tous ces trucs-là. Puis là, j'étais comme... Avec ce footage-là, il existe peut-être quelque part, ouais, c'est ça. dans les archives. Ouais, j'espère qu'il... D'après moi, il doit l'avoir supprimé, hein, ça... Je vais m'informer demain à Job. Je regardais, là, tu as joué quand même quelques parties là, aussi dans la Ligue américaine. Si je regarde, là, tu disais que tu avais été c'est pour les clubs écoles des Highlanders, je pense, c'est Columbus, c'est ça? Ouais, j'ai fait Highlanders. Tu as côtoyé les Ryan Strom, Andersley. Du côté de Columbus, il y avait probablement Josh Anderson ou William Karlsson, des joueurs comme ça. Ouais, ben je te dirais qu'au camp des Highlanders, tu sais, souvent, tu as le groupe A, B, C. Je t'avouerais que quand tu es dans le groupe C, le groupe A, tu ne vois pas souvent. Quand tu arrives à l'aréna, ils ont déjà mangé leur repas, puis ils s'en vont. OK. Non, mais dans la Ligue américaine, j'ai été chanceux, surtout à Springfield, le club école de Columbus. Là, le nombre de gars en ce moment qui jouent pro, que j'ai eu la chance, on était vraiment jeunes. On avait William Karlsson, on avait Josh Anderson du Canadien, Winberg. On avait les deux, Korpisalo puis Forsberg qui est à Ottawa, les deux gardiens. Marco Dano qui a joué à Winnipeg pendant un bout. J'essaie de ne pas en oublier. Désolé si j'en oublie des gars qui écoutent, mais il y avait Yann Sauvé. Non, mais cette année-là, on était vraiment jeunes. On avait plein de choix de première ronde. Reichel qui a joué un peu à Montréal. Il a peut-être joué une dizaine de games. Chapuis aussi qui a joué une année à Montréal aussi. Je pense que cette année-là, on était vraiment jeunes. Je te dirais que peut-être la moitié de l'alignement finit par jouer dans la Ligue nationale par après. C'est que c'était vraiment le fun d'avoir l'expérience de jouer avec des gars comme ça, au jeune âge comme ça. As-tu des gars comme ça là, que tu as vu, que tu te regardes à jouer et tu dis à lui, ça va être une vedette. Il y avait beaucoup de choix de première ronde, là, mais je te dirais, nos deux gardiens, Korpisalo, Forsberg, là, il avait 20 ans, il arrivait d'Europe, là, il était solide. Là, à 20 ans, être dominant comme ça, les deux dans les américaines, ils se partageaient le net. Puis, honnêtement, des gardiens confiants, puis gros comme ça, jeunes, j'avais jamais vu ça. C'est eux les plus impressionnants, mettons. Mettons, t'as Josh Anderson, quand il est arrivé, tu vois un peu à la nationale comment il est avec les Canadiens en ce moment. C'est un gros bonhomme qui patine, puis quand il est arrivé dans l'américaine à 20 ans, c'était pareil. Là, il patinait, il était gros. Il y avait eu des bons combats aussi. Ça avait pas eu un peu contre des gars assez top dans l'américaine qui étaient quand même plus vieux. C'est des gars comme ça qui m'avaient impressionné. Toi, de ton côté, quand tu arrives justement dans la Ligue américaine, tu es encore assez jeune. Il y a quand même on va se le dire, surtout pour le style de jeu que tu fais, là, des grosses pointures. C'est quoi un peu comment qu'on se sent là, quand justement qu'on regarde, mettons, le line-up l'autre bord, puis on se dit, Colin, ce soir, il y a des gros noms comme Jay Rosehill, Paul Bissonnette, des joueurs qui ont fait ce job-là dans la Ligue nationale. Comment est-ce qu'on se sent justement quand on arrive et qu'on est jeune puis qu'on sait que c'est un peu dans notre style de jeu? Ça m'a jamais stressé, pour être honnête. C'est bizarre à dire, ça m'a jamais stressé. Je te dirais que c'était pas un stress de ce soit n'importe qui, vraiment. Quand je suis arrivé pro, exemple, j'avais Gallant puis J.J. Johnson qui jouait avec moi à Bridgeport. Puis ça, c'était des gars, des vétérans de la veille. Puis je les voyais un peu me donner des trucs qui étaient comme, ce gars-là, il est gaucher, sois patient, il est comme ça. J'ai jamais été vraiment un gars qui regardait les clips ou qui faisait ses devoirs avant les combats ou peu importe les gars. Je me disais, je vais jouer ma game, puis quand ça arrive, moi, je vais imposer mon style. Puis je te dirais, la seule chose que j'avais peur, c'était pas de me blesser, j'avais juste peur de perdre. J'étais dans ma tête, j'étais comme, gars, je m'en vais là-dedans, je veux pas perdre. Je vais là pour gagner, puis je te dis, le seul stress que j'avais, c'était de perdre. C'était pas contre qui je me battais ou peu importe, ou les résultats,
En 2017, tu as décidé là, de quitter pour l'Europe. Tu as signé un contrat avec Nottingham. Ouais. Ouais, c'était une décision. J'étais quand même encore jeune pour aller en Europe. J'avais 25. Ça avait été après mon année j'avais signé avec le Club École du Canadien. Je pense qu'il y avait beaucoup de mouvements. J'avais été peut-être rappelé dans le temps, c'était Saint John, je me rappelle, Saint John Ice Cap. Okay, ouais. Je pense que j'avais été rappelé 8 fois. Puis il ne m'avait pas habillé une fois, une game. Je faisais des warm-up, puis il me scratchait, il m'appelait des warm-up. Je me faisais envoyer dans East Coast, jouer 2 games, il me rappelait. Puis tout ce voyagement, puis tout ce qui n'était pas stable, j'étais comme, gars, j'étais prêt à faire d'autres choses, puis retourner à la défense, essayer de peaufiner ma game, puis j'avais une belle opportunité en Europe, c'est que je l'ai pris. Il y avait une question dans le chat là, de Samuel qui demandait un mot sur la rivalité entre Sheffield et Nottingham. C'est intense. Ça, c'est intense pour vrai. Moi, du niveau que j'ai joué, c'est la plus grosse rivalité. J'ai fait partie. Tu rentres. Sheffield-Nottingham, c'est 45 minutes de route. Là, ça fait que. Puis c'est les plus grosses crowds dans la ligue. Ça fait que quand il y avait des games, on jouait tout le temps le 26 puis le 27. Les games de Noël, c'était tout le temps la rivalité Sheffield-Nottingham. Je te dirais une 10 000 personnes au game remplies. Puis c'était plein. Là. Une game à Sheffield-Nottingham. Nottingham-Sheffield, c'est au moins 10 000 facile, 10 à 8 000. C'est-tu le même crowd qu'au soccer, mettons? Sont-ils assez rowdy, mettons, puis assez ils ont toute une chanson pour chaque joueur, puis les Anglais ils aiment faire le party, comme je dirais, puis c'est une crowd qui est assez loud, là, puis ils aiment la robustesse un peu, puis c'est ça qui nous distinguait un peu comparé au soccer ou au football, comme qu'ils diraient en Angleterre. Ça fait que le monde, quand il venait voir hockey, il aimait ça voir des hits, voir un peu de bagarre, puis c'est une game intense. Tu as aussi mentionné que dans le fond, dans la capsule là, avec les 3L, que l'Angleterre, c'était la plus belle place que tu avais joué. C'est quoi ton meilleur souvenir là, d'avoir joué en Angleterre, selon toi? C'est quoi qui. Honnêtement, j'ai adoré l'Angleterre. J'ai été là 3 ans. C'est Nottingham, Manchester, c'est 2 belles places de hockey. Puis je te dis, mon plus beau souvenir, honnêtement, quand on en parlait, c'est une game Nottingham-Sheffield. Tu te promenais en ville à Nottingham, puis tu sais que tu jouais Sheffield un vendredi, là, puis le monde te le disait tout le temps. Il disait Sheffield vendredi, là, vous êtes mieux de gagner. Puis tu rentrais là, puis le monde arrivait de bonne heure. Tu arrivais, tu marchais à l'aréna, puis il y avait déjà des tailgates, puis des parties dehors, puis le monde avait hâte de leur game Nottingham-Sheffield. Est-ce que tu as pu un peu visiter là, le pays en même temps que tu te promenais pour jouer des games de hockey? Ouais, c'est la belle opportunité en Europe, c'est que ton horaire n'est pas autant condensé. Ça fait que au lieu de jouer 3-4 games comparé à la East Coast, puis beaucoup de. Tu joues 3-4 games en 6 mois, puis tout est condensé, le voyagement. En Angleterre, tu dors tout le temps chez toi, le voyagement est plus court, puis tu joues à peu près 2 games semaine, puis si tu es en Ligue des Champions, peut-être 3, mais vraiment, ça te donne du temps pour voyager, aller à Londres. Il y a une équipe à Belfast aussi en Irlande, ça fait des beaux voyages. Quand on va là, on dort tout le temps là après la game pour pouvoir aller visiter le lendemain, prendre un petit verre, puis profiter de la ville. Il y en avait une en Écosse aussi. Hein? Ouais, il y en a une coupe en Écosse, si je ne me trompe pas, 3-4. Je te dirais, ouais, c'est Glasgow. Glasgow, c'est une belle ville. Il y a Fife, il y a le terrain de golf St. Andrew, là, le fameux St. Andrew, ça c'est vraiment cool. On est allé visiter. Mais je te dirais, quand on joue en Écosse, c'est pas mal on joue notre game puis on revient. On n'y est pas trop là-bas. Là. Si on regarde un peu ton élite prospect, tu as comme fait East Coast, Angleterre, East Coast, Angleterre, Slovénie, East Coast, Angleterre. Est-ce que tu y allais comme une année à la fois? Tu regardais ça avec ton agent, les offres, ou tu voulais revenir en Amérique du Nord là, pour tenter ta chance? Non, je pense que c'était vraiment une bad luck, je te dirais. Après ma première année à Nottingham, j'avais vraiment aimé ça.
Puis c'est une question de contrat bien niaiseux pour vrai. Là. Il me restait une deuxième année à mon contrat. Puis je m'avais comme entendu avec mon coach que j'allais re-signer pour un peu plus, pour plusieurs années. Je voulais vraiment rester à Nottingham. J'avais vraiment aimé ça. Puis j'étais comme, gars, je suis en là pour rester. Puis notre coach il s'est fait mettre à la porte durant l'été. Puis quand c'est arrivé, j'ai discuté avec le nouveau coach. Puis on était vraiment pas sur la même page. Ça fait que j'ai fait, c'est que j'avais pas l'eau de retourner en Angleterre autre qu'eux, dans le fond. Ça fait que j'étais allé jouer un peu dans East Coast entre-temps pour voir mes opportunités. Puis j'ai réalisé que j'avais comme passé à d'autres choses un peu. La East Coast, c'était plus quelque chose qui m'intéressait. C'est que quand j'ai eu un offre en Slovénie, j'étais allé pour l'expérience. Puis voir un peu à quoi ça avait l'air. T'as-tu appris, ça parle slovène là-bas? T'as-tu appris quelques mots? Ouais, j'en connais un peu, mais je peux pas le dire sur un podcast. Ah, ok. Non, c'était une drôle de ville pour vrai. J'avais joué avec Philippe Paradis à Jonquière. OK. Fait que lui, il était revenu de. Je pense qu'il était à Jonquière, puis il est allé là pour essayer de retenter une petite année pro encore. Puis ça a été le fun. Moi, il y avait un Québécois déjà, mais tu aurais vu la ville, là, ça se faisait à marche. C'était une petite ville de montagne, là, vraiment que peut-être tu peux traverser bord en bord là, en largeur en 10 minutes. Là. C'était vraiment pas gros, mais vraiment, tu étais dans les montagnes, tu étais sur le bord de l'Italie, de l'Autriche, la Grèce. C'était vraiment nice. Là. Ça joue ça dans la ALPS, c'est comme la Ligue là, des Alpes. Là, ouais, c'est ça, c'est la Ligue des Alpes. C'est comme un mix de toutes les équipes, les bonnes équipes slovéniennes, les bonnes équipes italiennes, puis un peu les restants des équipes de l'Autriche, genre. Vas-y, Dave, vas-y. Ah, ben, je l'ai fait un peu le. Puis après ça, tu as joué un peu dans l'East Coast, aussi après Wichita, puis ben, l'année à Trois-Rivières. On a parlé de l'Europe, mais tu as quand même fait un bon tour de l'Amérique du Nord également. Je veux savoir, mettons, si on reste en Amérique du Nord, les États-Unis, puis un peu le Canada, dans ces villes-là, c'était laquelle ta ville préférée ou ta place préférée que tu as joué dans ton parcours en Amérique du Nord? En Amérique du Nord? Et ça, c'est une bonne question. Mais je te dirais que souvent aussi, c'est même pas une question de ville, c'est une question de gang. Quand tu as une bonne gang puis tout, puis que où tu gagnes, ça fait tout le temps que la ville est plus fun. Je te dirais que ma première année dans East Coast, ça avait été le fun. J'étais à Stockton en Californie, c'était ma première année pro, c'est quelque chose d'excitant pour moi. C'est sûr que Stockton, c'est pas la ville la plus safe, mais on était quand même en Californie, c'est que c'était le fun. Puis je te dirais, Wichita, j'ai vraiment aimé. On avait deux, trois Québécois que j'aimais bien, puis c'était durant la COVID, ça fait que ça a fait du bien un peu de sortir de chez nous, puis reprendre la vie normale un peu. C'était avec qui à Wichita, les deux Québécois? Beauregard, qui joue à Trois-Rivières, Anthony, puis Fournier, Stéphane Fournier, qui est encore en East Coast. Quand tu es revenu 2021-2022 avec les Lions de Trois-Rivières, tu as même eu la chance d'avoir un A sur ton chandail, faire partie du groupe de leaders. De faire partie comme ça d'une nouvelle aventure pour toi? Non, c'était quelque chose, c'est sûr. Ça arrivait un peu dans la seconde. Après ma saison à Wichita, je sortais d'une blessure. C'était vraiment à cause de la COVID que j'étais allé parce que l'Angleterre n'avait pas reparti. C'est que là, moi, dans ma tête, je retourne en Angleterre. J'avais déjà mon entente de fait. Puis là, les Lions sont comme arrivés. Puis là, j'étais comme, c'est au Québec. C'est une première année. Puis on avait parlé un peu durant l'été. Puis c'était comme un peu du gars, on serait peut-être intéressé. Puis moi, j'étais un peu dans ma carrière. Je suis comme, gars, je suis pas dans le peut-être. Puis ils sont arrivés avec une bonne offre. Puis quelque chose d'intéressant. Puis c'était spécial de faire aussi partie de la première équipe de l'East Coast au Québec, la première édition, puis tout. C'est que ça avait été une belle opportunité que ma famille puisse venir me voir jouer, puis être là à Noël, puis ces trucs-là. Ça fait que ça a penché dans la balance, ça, c'est sûr. Mm-hmm. Puis moi, ce que je voudrais savoir, parce que là, tu es retourné à Nottingham l'année dernière.
Qu'est-ce qui a fait que cette saison, justement, tu as décidé de faire le saut dans la Ligue nord-américaine? C'est quoi qui a penché dans la balance pour que, mettons, tu retournes pas à Nottingham, que tu restes ici au Québec? Je te dirais que c'est le travail. Dans ma tête, quand Nottingham a fini l'année, j'étais vraiment confus. Le 30 ans, il a frappé fort. Quand j'ai eu 30 ans, j'étais j'étais un peu magané. C'est quoi mes objectifs de vie, excuse. C'est quoi mes plans, autre que le hockey. C'est quelque chose qui commençait à me trotter dans la tête. Je commençais à jaser puis tout. Puis durant l'été, j'ai eu une opportunité de travail. Puis ça a penché gros. Puis surtout qu'au Québec, comme que je dis, on est vraiment chanceux. Normalement, si tu m'aurais dit, gars, juste le travail, je suis obligé de plus jouer au hockey. Ça aurait été un petit peu plus dur comme décision, excuse. Puis au Québec, on est chanceux. On n'a pas vraiment besoin d'arrêter le hockey pour commencer à travailler. C'est que ça a penché gros dans la balance aussi. Là. Justement, tu nous parlais que l'opportunité que la Ligue peut offrir à ceux qui veulent étudier et travailler. Toi, dans ton cas, c'était le travail. C'est dans quoi que tu t'es placé, si c'est pas trop indiscret? Je suis rendu représentant aux ventes à Saint-Anse. Il y a une couple de gars de la Ligue qui sont là. Mathieu Guertin, Maxime Saint-Cyr qui joue avec moi à Rivière-du-Loup, qui sont là. Ça fait que c'est sûr que ça l'a aidé. Ça a-tu été des références pour t'aider à rendre? Non, ça c'est sûr. J'avais des amis qui travaillaient là. Ça fait que quand c'est arrivé là, on s'entend que des fois, avec mon CV que j'avais, c'était pas mal du hockey, pas trop de travail. Là, je te dirais quasiment zéro. Ça fait que pour un employeur, ça l'aide d'avoir des références. Là. Puis, tu en as parlé un peu dans l'entrevue, là, justement, avec les 3L. Tu disais que ton meilleur skill de vendeur, là, c'était probablement le charisme. Penses-tu que c'est un skill qui se transmet un peu du hockey? Je pense que tu as appris ça un peu du hockey, que l'aspect showmanship un peu, que tu joues devant 10 000 personnes, comme ça, ou c'est plus dans la vie de tous les jours? C'est dur à dire. Je pense que juste être soi-même, là, je pense que mon atout de vendeur, c'est juste être quelqu'un d'honnête puis être un bon Jack, comme je dirais. Ça m'a beaucoup aidé dans le hockey niveau, être un bon teammate, être une bonne personne. Puis, je pense qu'à long terme, ça va être tout le temps, là, ça va tout le temps des bonnes choses qui t'arrivent. Le karma, il te revient quand tu es une bonne personne. Puis je pense que la même chose niveau travail. Puis, ça a fait jaser un peu aussi à la job quand je suis arrivé lundi au travail. On a un petit meeting le lundi dans le bureau. Puis, j'arrive là, mon boss avait mis mon entrevue sur l'écran. Puis, il me niaisait. Il dit: oh, ton charisme, c'est ça qui fait que tu es un bon vendeur. Je voulais dire ponctuel, mais. Ouais, c'est ça. Puis, comment ça s'est passé, ta venue avec l'équipe? Est-ce que tu as reçu... Est-ce que c'était les 3L qui appartenaient, appartenaient d'eux? Moi, ça, c'est une question que j'avais. Je veux savoir un peu comment le processus s'est fait parce que, dans le fond, pour ceux qui ne sauraient pas, Mathieu a été repêché en 2013 par les 3L et est resté sur la liste de protection pendant tout ce temps-là. Ah ouais? Pendant 10 ans? Fait que je veux savoir, étais-tu au courant en 2013 que tu t'étais fait repêcher par eux? Est-ce qu'à chaque année, tu t'y un peu puis t'en parlais? Comment est-ce que ça s'est fait, le processus, sur une décennie quasiment que ça a pris avant que tu t'amènes là-bas? Si tu peux nous raconter ça un petit peu? Ouais, je pense, ils m'ont contacté, quand ils m'ont repêché de mes objectifs à court terme, long terme. Puis je pense qu'ils savaient aussi que c'était long terme. Je venais de signer mon contrat de la Ligue américaine l'année qu'ils m'ont repêché. Puis ils savaient que j'allais aller jouer pro puis tout. Puis par après, je pense que c'était juste des suivis qu'ils faisaient. À chaque été, ils m'envoyaient un petit message, savoir t'étais rendu où. Puis juste qu'on a un peu un petit feedback de où j'en étais dans ma carrière, puis à court terme ou long terme. Puis à partir de là, j'ai commencé, je leur disais, j'ai arrivé à du en ce moment, je me vois encore jouer une couple d'années, puis quand ils m'ont appelé cet été, c'est là que je leur ai comme dit, gars, là, je fais des entrevues pour un job, ça fait que ça se peut que ce soit à très court terme en ce moment, c'est là que j'ai été en contact avec Fabien pour concrétiser ça.
Puis, as-tu toujours, en fait, est-ce que dans ta tête, tu te disais qu'il y avait toujours des bonnes chances que quand tu décides de justement arrêter le hockey, disons, professionnel à temps plein, c'est quand même professionnel et nord-américaine, même si c'est pas à temps plein, mais est-ce que tu disais, est-ce que tu pensais toujours que tu allais probablement aboutir à Rivière-du-Loup? Ça s'est fait un peu, tu as eu des amis qui jouaient là, qui t'en ont parlé, comme Maxime Saint-Cyr qui travaille avec toi maintenant, ou comment ça s'est fait la décision de dire comme OK, ouais, mec, j'arrête, je vais à la Rivière-du-Loup? Ben, tu sais, je l'avais. Ben, il y avait un petit changement aussi de personnel aussi durant les années à Rivière-du-Loup. Ça fait longtemps que j'ai été protégé là. Ouais, tu as vu plusieurs administrations qui t'ont dit. Il y a une couple de personnes qui m'envoient des messages. Des fois, l'été, je n'étais plus sûr c'était qui, mais non, mais je leur ai dit que ça a toujours été quelque chose que j'envisageais un jour. C'est sûr que j'allais aller jouer dans la Ligue à un moment donné. Que je savais que c'est une belle opportunité après le hockey, le temps aussi de te placer professionnellement aussi peut-être, ou peu importe ma situation de vie, où j'avais envie de jouer dans la Ligue, c'est sûr. Puis il était au courant que c'était une bonne option. Puis moi, c'est surtout aussi le penchant que le voyagement, ça me dérangeait pas. J'ai de la famille dans le bas du fleuve, de Rimouski, puis un peu à Rivière-du-Loup aussi. Ça fait que c'est une place que j'aime aussi dans ces coins-là. Ça fait que je leur ai dit que moi, c'était pas un problème de venir à Rivière-du-Loup, puis c'est quelque chose que j'allais envisager un jour, de venir. Ça fait que c'est pour ça qu'ils m'ont protégé aussi longtemps. Parle-nous un peu de tes coéquipiers. Ton équipe, c'est une équipe là, qui est, on pourrait dire, en rebuild ou reconstruction ou reset là, depuis peut-être 2 ans. Un peu comme les Lions, tu fais probablement partie de nouvelles affaires là, qui sont les nouveaux 3L, même avec des nouveaux chandails là, depuis peu. Donc, tu peux nous parler peut-être là, de tes coéquipiers. Oui, ils ont fait une très bonne job, le 3L, Fabien et Eric, de builder une équipe. Cet été, je pense que beaucoup de nouveaux visages, on est très jeunes, à chercher des très bons joueurs, une défensive solide, des bons gardiens, des bons attaquants. Je pense qu'aussi, rendu là, c'est un peu laisser le temps de l'équipe à figer, se retrouver. C'est beaucoup de gars aussi qui ont pas joué dans la Ligue, ça fait qu'un peu se trouver, personnellement, peu importe qu'est-ce que ça prend. Puis je pense que c'est une question de temps avant qu'on soit une équipe qui va être très compétitive à chaque game, c'est sûr. Puis je pense qu'on l'est déjà, honnêtement. On est une équipe qui ne sera jamais facile à battre, mais en ce moment, je te dirais que tranquillement, on se rend là. J'ai des petites photos. J'ai fouillé ton Facebook, je te le disais. Je n'ai pas trouvé grand-chose de compromettant. C'est peut-être des photos qui sont plus par rapport à des souvenirs. Mais il y en avait une ici. Je pense que, je ne sais pas si c'était un amateur de pêche. C'est Dylan. C'est vieux. C'est dans l'ancien temps. Là. Ça, c'est Dylan Labbé avec moi en plus là-dessus. Ah ouais, c'est Dylan. Hein. C'est Dylan, on était roommate, ça fait que des fois, on se pensait pêcheur et model, des fois. Là. beaucoup de temps de libre dans le junior dans la journée, ça fait que on s'est dit pêcheur une journée. Il y en a un autre ici, je pense, c'est un voyage de baseball. Ouais, ça c'est ma première année à Stockton. On n'était pas tant loin. On était peut-être à 1h30 de San Francisco. Ça fait que souvent, ils nous prêtaient des vannes un peu comme la Nord. Puis on descendait là, puis on allait écouter du baseball. On allait voir les Raiders jouer à Oakland dans le temps qu'il y avait la NFL là-bas. Puis on descendait souvent pour des petits road trips dans la journée. Là. C'était l'une des années qui ont. En plus, l'année que tu étais là, c'était une des années. Ah, en fait, non. C'est rendu à l'automne que ça finit. Mais il était bon dans ce temps-là, les Giants. Ouais, je pensais que c'était l'année qu'ils avaient gagné la Série mondiale, mais non, c'était c'était pas ça. C'était le début de la saison qu'ils ont gagné, mais là, c'était une autre saison de hockey. Une petite photo ici. On dirait une photo de poster boy, là, j'imagine. Avoir des belles photos de même. Là. La partie motto de pêcheur et motto, ça. C'est ça. Je me vendais le rêve un peu. Là. Non, ça, c'était l'annoncement des joueurs à Nottingham l'année passée. J'avais trouvé ça pas pire. Je dis, ça fait une belle petite photo de profil, ça. Moi qui n'aime pas trop prendre des photos, c'est quelqu'un qui en a, j'essaie d'en voler un peu aux autres.
Mais en plus que là, t'es mannequin, le joueur de hockey qui a ton style, en plus le talent, t'es capable d'amener une touche offensive. J'imagine que on aurait pu pratiquement te donner les clés de la ville là-bas, là, Nottingham. Non, c'est sûr que j'ai gagné une coupe de fan favorite puis entertainer de l'année à Nottingham. Puis c'était un penchant aussi qui faisait que j'aimais vraiment ça, rester là-bas. J'étais apprécié des fans, on m'aimait beaucoup. Puis on avait une belle gang aussi, surtout. Puis c'était vraiment une ville que j'adorais. Puis ça a été vraiment une place que je vais me rappeler toute ma vie. Puis que c'est sûr que je vais retourner là. Les fans, ils se rappelaient-tu de toi quand t'es revenu? C'était quand même passé 3-4 saisons entre tes deux. Non, ils s'en rappelaient. Là, ouais. Ça avait été quelque chose de gros. Je te dirais que sur mon retour, c'est qu'ils en ont profité pour faire des photoshoots, comme je te dirais. Dave, je pense que tu as des petites questions en rafale. Yes. Pour ça, petite question. Dans le fond, tu réponds à la première chose qui te vient par la tête. Rafale, ton premier souvenir de hockey, mettons la première fois que tu as eu des patins dans les pieds ou la première fois que tu te rappelles d'avoir joué au hockey? Si je me rappelle, je te dirais patinoire extérieur à Rimouski. Avec mon père. Pourquoi tu portes ton numéro, le 75? J'ai tout le temps eu des 5, ça a été 15, 5, 55, 75. Mon père, c'était un joueur de cross, puis il a toujours eu des 5, ça fait que j'ai porté des 5 pour lui. Dans quel bout il jouait à la cross? Il a joué un peu partout, mais il a joué les Patriotes de Longueuil dans le senior, c'est là qu'il est. Ah ouais? D'accord, j'ai déjà joué pour les Patriotes de Longueuil. Ah ouais, pour vrai? Nice. En junior, puis une année, j'avais joué le senior aussi quand j'étais encore jeune, mais début 20. OK. Ouais. Ah, nice. Ah, c'est le fun, ça. Right. Ton idole au hockey? Ouf, ça c'est dur, je te dirais. Quand tu étais plus jeune, mettons. Je dirais un peu tous les joueurs du Colorado. J'aimais Patrick Roy, Forsberg, Joe Sakic. Quand j'étais jeune, j'ai grandi dans une famille nordique, c'est que ça a suivi au Colorado, ça fait que j'aimais pas mal tous les joueurs du Colorado, je te dirais. Je m'aurais attendu à ce que Dylan Labire écrive un message pour dire moi. Ouais, un petit peu. Ouais, je pourrais dire Dylan Labire. En fait, ton athlète préféré en dehors du hockey? T'en as un ou... Ouh, ça c'est tough. C'est un joueur des Expos. En dehors du hockey. Moi, je vais y aller avec la crosse. Quand j'étais jeune, j'adorais le capitaine de l'Express de Montréal, Tracy Kolski. La crosse à Montréal. Ça, c'est old school, là, quand il joue au Centre Bell. Ça n'a pas été longtemps, là, mais leur capitaine s'appelait Tracy Kolski, je me rappelle. Ça a duré quoi, 2 ans, je pense? 1 an ou 2? Ouais, pas longtemps, mais c'était le fun. Ça coûtait pas cher, puis c'était le fun. J'y allais souvent avec mon père. C'est bon, ça. Enfin, ça, c'est clair que t'es le premier qui nomme un joueur de cross. Non, c'est ça. T'as-tu une routine d'avant-match ou des petites superstitions? Je te dirais que ma routine, c'est d'essayer de ne pas en avoir, tu sais. Tu sais, je te dirais que je garde le même stretch puis tout, mais tu sais, pour pas que ça te joue un peu dans la tête si tu oublies de faire quelque chose puis tout, vraiment, je fais ce que j'ai besoin avant une game, puis je te dirais qu'en ce moment, après 4h30 de vanette, c'est pas mal m'étirer. Parfait. Ça te fait, depuis ton arrivée à Duluth, ton coéquipier le plus drôle? Mon coéquipier le plus drôle? Je dirais Boivin après 2-3 bières. Luc Marcotte qui nous écrit sa routine, c'est de garder ses AirPods le plus longtemps possible. Les gars, j'aime bien faire mes siestes dans la van, puis eux, ils aiment bien jaser, surtout Marcotte, il y a de la jasette. Là. Ça fait que quand je mets mes AirPods, ils me le laissent s'en va tout le temps. C'est comme un petit signe, j'essaie de faire ma nappe. Là. Selon toi, le meilleur joueur avec qui tu as joué dans ta carrière? Ouh. Ok, j'ai joué, c'était William Karlsson,
Anderson ou Forsberg, puis Korpisalo. Je te dirais dans ces 4-là que j'ai joué avec. Carson, ça c'est une question, parce que Carson, tout le monde trouve que vraiment, comme quand il est arrivé à Vegas, il a fait 40 goals et c'est sorti de nulle part. Toi, c'était-tu quelque chose qui t'a moins surpris vu que tu as joué avec, que tu te disais comme lui, ça se peut qu'un jour, justement, il explose? Mais tu sais, on venait de l'avoir dans un échange. Il avait juste joué 9 games à Anaheim, puis on l'a échangé, puis on l'a envoyé tout de suite dans la Ligue américaine. Puis il a vraiment eu un slow start avec nous. Là. C'est qu'au point qu'il a joué des games avec moi, on a joué deux games, je pense, à la 4e ligne, ensemble. Là, il cherchait vraiment quand il était arrivé en Amérique du Nord, puis il a fini par avoir une bonne fin de saison. Je pense l'année d'après, il a commencé à bien faire. Okay. Mais je t'avouerais que si tu m'aurais dit qu'il aurait scoré près de 50 goals dans la Ligue nationale, j'ai été surpris, mais c'est incroyable qu'est-ce qu'il fait en ce moment. Puis tu sais, c'est juste une anecdote. Là. Je me rappelle, j'ai envoyé un texte quand il avait scoré ses 50 goals. Là. J'ai dit, tu veux vraiment plus rejouer avec moi, hein? J'ai dit, t'as vraiment pas aimé ton expérience avec moi. Hein? Tu t'es assuré de plus jamais revenir. C'est bon, ça. Dans ta courte carrière Ligue nord-américaine, c'est quoi ton meilleur souvenir jusqu'à présent dans la North? Dans la North, meilleur souvenir. À part la question que je t'ai demandé avant le show, là, si c'était la première fois que tu arrivé en soute. Marquette qui m'envoie des niaiseries là, déjà. Là. Ah ouais? Non, mais je te dirais les retours en van, pour vrai, on a du fun, on jase. Je te dirais qu'en ce moment, c'est le fun là, on a vraiment du fun pour elle. Ah, c'est bien ça. Ah, c'est ça, le TIF le dit souvent que c'est les voyages en vanette qui accrochent souvent les joueurs. Ton repas préféré? Lasagne. Lasagne. Ton film préféré ou série télé? Série télé, j'irais avec Friday Night Light. Friday Night Light. Le show, pas le film. Ouais, le show. Si tu peux aller voir un artiste en show, ça serait lequel? Coldplay, j'aimerais ça. Je ne les ai pas encore vus, j'aimerais vraiment ça. Coldplay? Ouais, j'imagine qu'ils vont faire une tournée, un de ces 4. Ouais, c'est ça. Puis, dernière petite question. T'as-tu finalement réussi à aller à Dubaï? À Dubaï? Ouais. Dans une des entrevues que tu avais faites, faire des petites recherches avant, tu avais dit ton Dream Vacation, c'était Dubaï. Ah ouais. Non, j'étais allé en Espagne l'année passée durant un break, mais pas Dubaï encore. Peut-être un jour. Ouais, je te le souhaite. Moi, ça fait le tour pour mes questions. On a parlé de Vanette, là, puis on t'a demandé une petite anecdote. T'aurais-tu peut-être... pour bien finir, là, t'aurais-tu une petite histoire là, de Vanette ou une anecdote pendant ta carrière là, que tu pourrais nous raconter? Une anecdote de Vanette, je veux dire... La Vanette, c'est pas mal de la jasette puis des niaiseries qui se dit. Puis une anecdote... Mais juste la dernière game... C'est niaiseux, mais après mon combat, tu sais, dans le pro, quand t'enlèves ton casque, t'as un 10, c'est que tu te ramasses avec un 15. C'est que moi, une fois que j'ai enlevé mon casque, le combat est fini, je m'en vais dans la chambre. Là, je suis comme, j'ai un 15 minutes. J'ai vraiment pas pensé à une habitude. Là. Je m'assis dans la chambre, puis mon soeur s'en vient voir. T'es-tu blessé? T'es dit, qu'est-ce que t'as dit? Là, je suis comme, ben non, j'ai rien. Là. Je suis comme, là, laisse-moi tranquille. Là. Quasiment, tu sais, j'étais un peu encore dans mon combat. Là, je m'assis, puis il vient moi, t'es-tu blessé? Là, je me demande pourquoi il n'arrête pas de venir voir. Je dis, ben non, je suis correct, qu'est-ce que. Puis là, il me dit, ben là, faut que tu rembarques. Là, je suis comme, ah ouais. Moi, dans ma tête, ma période était finie. Je buvais mon Gatorade tranquille jusqu'à temps que tout le monde pensait que je m'avais blessé dans mon... Oui, Colin, il y a plein de commentaires de « Ah, es-tu correct, Gagnon? Il est retourné. Si tu fais un épaule, je sais pas, il est retourné dans la chambre. » Non, mais c'est ça. Mais tu sais, dans le pro, j'enlève mon casque, c'était un 15. Puis tu sais,
je ne vais pas masser 15 minutes sur le banc de punition, je n'ai jamais fait ça. Je vais en boire un Gatorade, je vais m'étirer un peu, faire un peu de vélo peut-être pour me garder dans le game. C'est que moi, je m'en vais direct au banc, je pense pas à rien, je m'assis, puis le soir, après, de me demander si j'étais blessé. Je dis, ben non, je suis correct, qu'est-ce qu'il y a? C'est bon, ça. C'est bon, pour la petite histoire. C'est drôle en plus, je ne l'avais pas posé, mais je me l'avais mis un peu d'une note de, tu sais, t'as-tu passé de quoi? Parce que justement, tu étais retourné dans la chambre, puis il y a plein de monde. Non, j'étais en train de boire mon Gatorade bien tranquille, je pensais que ma période était finie. Donc, en terminant, Mathieu, peut-être un petit message là, aux partisans des Trois qui nous écoutent là, pour le prochain match local. Ben, de continuer d'amener au game, pour vrai, ils ont été là pour nous supporter, ils viennent en grand nombre, puis ça nous aide vraiment pour vrai. Puis je pense qu'on commence vraiment à figer en tant qu'équipe, puis on est prêt à donner un bon show pour vrai. Là. Yes, sir. Ben, merci, Mathieu Coderre-Gagnon, de ta participation au podcast La Source et l'NAH. Merci beaucoup, très le fun d'en apprendre également sur un nouveau joueur de la Ligue, un joueur de talent, puis qui est forgé pour la Ligue nord-américaine. Je pense que tu n'as pas eu besoin d'avoir trop d'adaptation au jeu. Ouais, merci beaucoup de m'avoir reçu, les boys. Hein? Right. Merci, puis bonne chance pour le reste de la saison, puis pour les 3L. Yes, merci. Bonne saison. Merci d'être venu. Bye-bye. Bye. Merci. All right. Bonne entrevue. C'est le fun d'avoir des joueurs comme ça là, qui ont un bon vécu. Un bon background. Qui se sont promenés beaucoup, là, que ce soit des camps LNH un peu partout en Amérique du Nord, en Europe. Très intéressant. Oui, c'était vraiment intéressant d'en apprendre plus. Puis, je trouve ça tellement le fun pour les 3L d'avoir un gars qui semble, qui ne vient pas nécessairement de la région, mais qui semble se plaire à aller là-bas. Là. Qui l'a dit où ça ne dérangeait pas la route, il y avait de la famille là-bas. Je pense qu'il s'est adapté déjà pas mal là, au groupe de joueurs également là, qui sont là. On a vu quelques joueurs qui sont venus dire quelques mots également. Fait que c'est le fun, puis j'espère justement que ça va continuer bien aller. Là. Il l'a dit, les 3L, il en manque pas gros, puis que même que l'équipe le sait, donc c'est quelques petits détails qui manquent. Puis c'est sûr que historiquement, dans la Ligue nord-américaine, les équipes qui ne peuvent pas pratiquer en début de saison, ça va prendre un petit peu plus de temps avant que la sauce à lèvres, que le gâteau lève. La sauce à lèvres, ouais. Aïe, aïe. Mais. T'aimerais ça pour tes bloopers. Oui, en tout cas, que le gâteau lève, mais je pense que ça. On est proche, là. C'était vraiment un bon match. En tout cas, on peut en parler un peu aussi. Là. C'était vraiment un bon match vendredi dernier. Puis, content aussi qu'il ait accepté notre invitation. Puis. Je vais mettre la troisième période, la petite vidéo. Ouais, peut-être faire une petite transition parce que l'échange est tombé. J'ai vu ça du coin de l'œil un petit peu pendant l'entrevue. L'échange est tombé. Donc, on va en parler dans quelques secondes. Donc, un échange entre Thetford et l'heureux élu et Jonquière. Je pense que ça doit être ils doivent s'appeler à chaque semaine, Bob puis Bob et Bobby. Je sais pas s'ils ont les numéros des autres DG dans la ligue. Je l'avais écrit là, dans le chat quand c'est sorti, mais donc l'échange, c'est Joey Rattel, Yannick Riendo à Jonquière. En retour, Thetford reçoit Danick Gauthier et Hubert Poulain. Jonquière reçoit également les droits d'Olivier Leblanc. Et on m'a soufflé à l'oreille qu'il y avait également un choix de quatrième ronde. Un choix de quatrième ronde en 2023 qui allait du côté de Jonquière et qui libérait également Antoine Demers. Donc, c'était pas écrit sur la page de l'assurantiel pour le choix de quatrième ronde, mais on me l'a glissé à l'oreille.
Oui, donc quand même un échange. C'est rare qu'un meilleur pointeur se fait échanger contre un meilleur buteur. C'est quand même spécial. On peut Ouais, dire gros échange dans la ouais, LNH ce échange. soir. Je pensais pas que ça allait être, ça allait être si gros que ça. Complètement fou, là. Je veux dire, hey, Aïe, tu aïe, sais, bon. tu sais, puis il va falloir avoir des commentaires là, des deux DG. Je veux dire, tu en as parlé un peu en début de reportage, l'assurance qui pointait au dernier rang. Est-ce que c'est qu'on a voulu offrir peut-être un petit shake-up du côté de Jonquière? Est-ce qu'on avait des joueurs sur qui on avait un œil? Il y a des choses aussi qu'on ne sait pas du côté des joueurs, des préférences aussi. Ouais. On a laissé sous-entendre dans le. En tout cas, je viens de lire vite, là, en diagonale, l'article de Ted Furman. On a laissé sous-entendre que Danick Gauthier voulait se rapprocher de la maison. Donc, je pense que peut-être que Bobby a vu une opportunité là, mais Gauthier et Rattel, les deux avaient des débuts de saison un petit peu en dessous là au niveau qu'il y avait eu l'année dernière, on va se le dire. Mais de là à ce qu'on échange les deux, je dirais pas un pour un parce que il y a d'autres joueurs qu'on va pouvoir aussi parler là, dans l'échange, mais vraiment, ça me surprend quand même à un certain niveau, là, pour être honnête. La question de Stéphane Bailly dans le chat du Rattel, vas-tu venir à Jonquière? J'oserais espérer que si Bob Desjardins a fait cet échange-là, c'est parce que Joey Rattel va venir à Jonquière. Je pense pas que Bob est fou de même. C'est un peu la même chose avec Cadorette. Là. Cadorette, on se posait la question, Cadorette va-tu aller à Jonquière? À date, il est là, puis il livre la marchandise là, quand même. Donc, j'imagine que ça risque d'être la même chose pour Joey Rattel. Du côté de... Moi aussi, je lisais un peu attentivement. J'essaie de commenter, mais en même temps, on dirait qu'il faut que j'y réfléchisse parce que c'est vraiment pas l'échange à quoi je m'attendais. Du côté de Ted Furman, sinon, si on va plus loin, on va chercher Hubert Poulain. On le sait, depuis la retraite de Thomas Bellemare, c'était quand même un aspect de l'équipe qu'on cherchait à améliorer. On avait plus d'hommes forts. Mais on avait de la toughness quand même dans l'équipe, mais on n'avait pas. On a vu, disons, un Dave Hamel aller vers s'en prendre à Christophe Lausier dans un match plus tôt dans la saison, aller vers le banc, créer quelque chose à ce niveau-là. Donc, c'est sûr qu'avec un Hubert Poulain, ce genre de choses-là risque de ne plus se produire. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, c'est probablement pour ça qu'on l'a ciblé. Du côté du Jonquière, on a déjà quand même pas mal de toughness dans l'équipe. C'est sûr que là, il y a plusieurs joueurs qui sont sur le coup encore de quelques suspensions, mais c'est sûr que pour la saison, je pense pas que ça soit une lacune comme telle là, du côté de Jonquière. J'ai regardé un peu le communiqué là, des Marquis. Je pense que Yannick Riendo, là, on aime, là, qui joue au centre et à l'aile. Un gars qui a beaucoup de leadership. On pense que c'est des gars qui ont du vécu comme ça avec sa longue carrière en Europe qu'on peut aspirer aux honneurs. Joey Rattel, on dit que c'est un gars avoir la chance d'avoir un Joey Rattel dans notre équipe. Là, dans le fond, on ne peut pas passer à côté d'eux. Puis Olivier Leblanc, c'est un joueur qui vient de la région de Québec. Donc, un défenseur, on espère qu'il puisse se greffer à l'équipe. Exact. Oui, dans le commentaire, on n'aurait pas donné Gauthier sans avoir une garantie que Rattel va jouer. Je pense que ça va sans dire. Là. Mais au moins, si Danick Gauthier voulait se rapprocher de la maison du côté de Jonquière, puis qu'il fallait peut-être pas cette année, mais à la fin de la saison prochaine, qu'on savait que ça s'en venait, que c'était un échange qu'on devrait faire, je pense que c'est quand même un bon échange là, d'avoir battu le fer pendant qu'il est chaud. Dans notre saison, quand on sait que le gars ne re-signera pas puis qu'on est obligé de l'échanger, peut-être que sa valeur aurait baissé un petit peu. Là, je pense d'avoir été capable d'aller chercher Joey Rattel puis
Yannick Riendeau, qui lui aussi avait peut-être pas le début de saison escompté à Thetford Mines, mais c'est quand même un attaquant qui a beaucoup de talent offensif, qu'on espérait. C'était notre choix de première ronde du côté de Thetford Mines dans le repêchage cet été. Un joueur qu'on espérait peut-être qu'il allait rajouter là, une bonne dose offensive dans notre équipe. Est-ce qu'il va réussir à le faire à Jonquière? Peut-être qu'on va avoir la chance de le faire jouer avec des... à Thetford Mines, il ne pouvait pas nécessairement évoluer. L'équipe est tellement bien soudée à Thetford Mines, les trios sont déjà faits, on n'avait peut-être pas la chance d'évoluer sur les premiers trios puis avoir cet temps de glace-là. Peut-être qu'on va lui donner cette chance-là également à Jonquière. À Thetford aussi, justement, tu amènes un point là, que l'équipe est très soudée. Puis Danick Gauthier disait qu'il connaissait beaucoup de joueurs dans l'équipe de Thetford, donc ça va probablement aider là, à ce qu'on puisse l'intégrer facilement à l'équipe. Oui, fait que non, c'est à brûle pour point, je pense que c'est qu'est-ce qu'on peut en dire. Je j'aurais peut-être eu le temps de réfléchir un peu plus si c'était sorti 1 heure ou 2 avant, mais wow, quand même. Ça fait 3 ans qu'on fait le podcast. Il y en a eu quelques-uns, petits échanges pendant le podcast. Probablement le plus gros qui est arrivé en même temps ou avant. Là. Je pense pas, il n'y en a pas d'autres qui me viennent en tête. Là. Meilleur buteur contre meilleur pointeur de la saison dernière. C'est ça. J'attends de voir là, le quotidien à Jonquière ou Mont Thetford. Thetford. Est-ce que ça va être échange monstre entre Jonquière et Thetford? J'ai hâte de voir c'est quoi la headline. Puis, pour ceux qui se demandent, là, je fais le calcul rapidement. Là. 1, 2, Hubert Poulain, parce qu'il est encore en suspension. Hubert Poulain, parce qu'il y avait une bataille dans l'échauffement, serait éligible à revenir. Ça tombe bien. Il serait éligible à revenir le samedi 25 novembre dans un match à Thetford contre le Cool FM de Saint-Georges. Donc, je pense que le hasard fait bien des choses. Si jamais il va être disponible, il pourrait jouer son premier match à Thetford Mines contre le Cool FM, donc rentrer là, dans la grande rivalité. On sait qu'il a déjà fait partie de cette rivalité-là, mais à Saint-Georges, donc il sait déjà c'est quoi Saint-Georges contre Thetford Mines, mais là, il va jouer pour Saint-Georges, donc ça va peut-être faire spécial, un petit peu. Puis, un natif de Saint-Georges aussi, Hubert Poulain, se rapproche de la maison. Encore très... Oui, exactement. C'est vrai qu'il va y avoir beaucoup moins de voyagement à faire. Puis, du côté de Poulain également, on rejoint, puis ça aussi c'est drôle, un autre natif de la Beauce avec qui va jouer à Thetford maintenant, qu'on sait que dans la vie de tous les jours, là, c'est des amis, mais Kevin Veilleux. Ça aussi, peut-être, ça va redonner Kevin Veilleux aussi à Thetford de pas... Le début de saison escompté. Là, je sais qu'il a manqué quelques matchs, il a été incommodé par des petites blessures, mais de revoir un Hubert Poulain, tout ça, c'est sûr que ça va donner un peu de motivation, ça va redonner un peu de pep aussi. Si on regarde l'année dernière, là, Kevin Veilleux a été 2e pointeur de l'équipe derrière Danick Gauthier, justement. Puis ça va peut-être fouetter, ils vont peut-être se fouetter un peu mutuellement, là, les Veilleux et Poulain, contents d'être ensemble. Donc, c'est peut-être la bougie de l'image qu'on attendait du côté de Kevin Veilleux. Puis Hubert Poulain qui va avoir joué pour toutes les équipes de la Ligue sauf Sorel avec cet échange-là. Donc, il en manque juste une pour compléter son board. Yes. Good. Est-ce qu'on parle un petit peu des matchs là, qui ont eu lieu le dernier week-end, Dave? Oui, on peut parler des matchs un peu. On a parlé déjà du match là, de Rivière-du-Loup contre Sorel Trasso Cardin. Un excellent match. Juste dommage pour la foule locale qui est encore une très belle foule à Sorel. C'est le fun de voir les foules à Sorel. C'est des bonnes foules jusqu'à présent. Devrait se poursuivre en fin de semaine. On reçoit Laval. Ça fait toujours des bons matchs. Puis tout le temps une couple de fans de Laval là, qui sont les bienvenus qui viennent au Colisée Cardin. Donc, un match là, qui vraiment enlevant, je pense que c'est un des meilleur match que j'ai vu depuis le début de la saison dans toute la ligue. Là. Il s'est marqué des buts et des belles pièces de jeu. Ça partait, on finissait nos mises en échec. Il y a eu une période, en deuxième période, où les fils se sont touchés chez les deux équipes. On en a parlé un peu avec Mathieu Gagnon. C'est un peu lui qui est parti de balle. Mais ça a fait là, quelques combats. Mais on sait, des bonnes rivalités comme ça, on ne sait jamais un peu quand est-ce que ça peut... des fois qu'il y a des petits débordements comme ça. Ben ça, c'était pas vraiment des débordements. Là. Ça s'est fait dans les
les règles de l'art, entre guillemets, si on peut le dire. C'est rester sur la patinoire dans le jeu. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. Mais c'était le fun de voir un match que il y avait bon. L'intensité, on regarde, je pense que Sorel a marqué le premier but. Après ça, c'est 2 buts de Rivière-du-Loup. Sorel en marque 2 autres. Crée l'égalité, score. Sorel crée l'égalité. Après ça, exact. ça s'est changé. C'était vraiment un bon match. Puis je pense que ce qui était le fun aussi, c'est que c'était vraiment comme un crescendo dans le sens que il y a eu des buts, ça devenait de plus en plus intense. Là, il y a eu la partie où il y a eu quelques combats. Puis après ça, on dirait qu'à partir de ce moment-là, les équipes ils jouaient vraiment dans le tapis. Là, les joueurs étaient vraiment impliqués. C'est comme je disais, ça finissait mise en échec. Puis en troisième période, c'est les 3L qui ont réussi. Puis je suis content pour les 3L d'une certaine façon parce que depuis le début de la saison, puis même depuis qu'on a recommencé un peu la reconstruction, le gros défaut de l'équipe, c'est de ne pas être capable de garder ses avances en troisième période. Quand ils ont l'avance, là, ils ont réussi à le faire à Sorel-Tracy à la fin de match. Quoique Tristan Côté-Cazenave les a un petit peu sauvés parce qu'ils ont trouvé le moyen de laisser Gabriel Paquet-Boudreau s'échapper avec environ 30 secondes à faire au match. Mais Tristan Côté-Cazenave, c'est dans ces moments-là qu'il faut que ton gardien fasse certains arrêts des fois dans un match, puis il a fait un très gros arrêt pour permettre à son équipe de gagner ce match-là. Il était très solide, puis une été de Philippe Desrosiers, là, la passe derrière le but, finalement, c'était Simon Chevrier qui était là. L'erreur de Philippe Desrosiers, ça arrive. Pas que ça arrive trop souvent, mais ça va tout le temps arriver 2-3 fois d'une saison. Nous, mettons, t'enlèves ce but-là. Mais parfois, les bonnes équipes créent leur chance. Oui, également. Puis, c'était quand même, je pense que c'était Antoine Masson qui s'en venait pour jouer la rondelle. Fait que peut-être que ça a fait que le gardien, il faut qu'il précipite son geste une petite fraction de plus, puis quand ça passe, puis tout le temps, c'est pas nécessairement juste Philippe Desrosiers qui a fait l'erreur. Ça peut être aussi le jeu du joueur des 3L qui a mis de la pression pour faire son jeu un peu plus vite qu'il aurait voulu le faire, que c'est là que tu fais des erreurs. Fait c'est un tout, mais ouais. Non, pour vrai, ça, j'ai regardé les 4 matchs là, de ce week-end. Je pense que c'était mon match préféré. Ouais, ça avait vraiment été un bon match. Il y a quand même des bons matchs aussi. Si je regarde Saint-Georges à Laval, pour parler d'un autre match, je pense que ça, avec, c'est un bon match. Puis de voir Laval vraiment, vraiment, je sais pas, je sais qu'on est en début de saison, puis ils ont la chance de pratiquer, mais la chimie est vraiment, est vraiment pris dans cette équipe-là, la cohésion, même s'il y a quand même des nouveaux à cause des blessés, certains joueurs là, qui ont des rôles plus gros qu'ils avaient au début de la saison à cause des blessés, mais ça patine le jeu, les sorties de zone, ça vive à l'heure. Puis c'est le fun de voir ça contre le Cool FM, parce que je pense que dans la Ligue, en ce moment, l'autre équipe qu'on peut dire que est à ce niveau-là également, que la cohésion est vraiment bonne. Je pense que c'est le Cool FM également. Donc, c'était vraiment un bon match de hockey à ce niveau-là. Moi, je dirais peut-être un léger avantage au Pétrolier, mais si on regarde les tirs au but, c'est 38-32 pour le Cool FM. Mais j'ai vraiment aimé les deux parties là, Pétrolier ce week-end. C'était c'est dommage, Carmen Anthony Garoulo s'est blessé en troisième période, mais il connaissait vraiment un solide match. Chapeau à Dominic Graham qui a gardé le fort en deuxième moitié de troisième. C'est pas facile de s'amener dans un match à froid comme ça, surtout quand c'est serré puis que tu dois garder l'avance de ton équipe. Mais non, c'était un bon match. Puis belle foule aussi à Laval, 1500 personnes, j'arrondis là, très proche, là, mais 1500 personnes un vendredi à Laval, c'est toujours le fun. C'est toujours le fun de voir. Puis ça aussi, c'est un thème, là, les foules depuis le début de la saison. On en avait parlé, je pense, la deuxième semaine, après la semaine d'ouverture, que c'était vraiment des foules vraiment impressionnantes, mais c'est pas juste le week-end d'ouverture. Depuis le début de la saison, partout dans la Ligue, les foules sont au rendez-vous. Il n'y a pas de... je sais pas, il n'y a pas encore de match où il y a vraiment une baisse au niveau des assistances comme notable. Toutes les arénas sont en train de bien se remplir. Fait
En tant que fan de la Ligue, c'est super le fun de voir ça. Non, ça, je pense que si on compare au début de l'année dernière, on est encore en progression du côté des assistances de la Ligue. Oui, ben, je voulais en parler un peu. J'ai fait le calcul vite. Puis ça, je vais aussi mentionner que pour être fair, c'est sans compter les assistances des bâtisseurs, parce que c'était une équipe d'expansion, les assistances de base. Si on enlève les bâtisseurs, les foules sont 28% plus grosses depuis le début de la saison. 28% plus grosses depuis le début de la saison. Fait que ça, si on prend une foule de, mettons, on met une moyenne à 1000 personnes, c'est 280 personnes de plus par match. Depuis le début de la saison par arena. Puis il n'y a pas une équipe, il y en a qui ont des plus grosses hausses que d'autres, mais il n'y a pas une équipe qui est pas à la hausse. Donc, toutes les équipes depuis le début de la saison ont une hausse. Donc, je pense que c'est chapeau à toutes les équipes qui font toute une job pour mettre de l'engouement dans chacune de leurs villes respectives, mais c'est le fun à voir. Puis surtout que ben là, c'est sûr que la saison est encore dans les débuts, mais les plus grosses foules, habituellement, c'est tout le temps vers la fin de la saison, les quelques semaines avant les séries, puis après ça, les séries qui arrivent. Donc, de voir ça en début de saison, en tout cas, ça se dit, on va espérer se croiser les doigts que ça ait la progression que ça a d'habitude pour qu'en série, ça soit encore plus haut. Ouais, tant mieux. Ouais, donc, match entre l'Assurantia et les Marquis vendredi. Avantage Marquis, victoire de 5-2. Mm-hmm. Les Marquis ont su profiter de leur chance dans ce match-là. Je pense que c'est pas pour rien que Philippe Cadorette a eu la première étoile de la semaine, a été très solide. Peut-être une petite motivation de plus de jouer contre l'Assurantia. C'est sûr que ça va toujours être comme ça, surtout à Thetford Mines. Mais non, vraiment bon match de Philippe Cadorette. Puis les Marquis, un joueur là, qu'on se demandait aussi, que je voulais parler, on se disait, tu sais, Marc-André Tourigny, qui a toujours été la vedette offensive par tout ce qu'il a joué dans la Ligue nord-américaine. On se disait, là, Jonquière, il arrive dans une équipe où est-ce qu'il y a déjà vraiment beaucoup de très bons joueurs offensifs, de vedettes. Est-ce qu'il va être il est plus aussi jeune que l'été, rendu en trentaine, tout ça? Est-ce qu'il va avoir autant d'impact? Puis, depuis les derniers matchs, vraiment, là, est en train de commencer à démontrer que non, c'est juste Marc-André Tourigny, je pense. Là. Il a eu la première étoile dans ce match-là, marqué 2 buts, 4 matchs de suite avec au moins un but, 5 buts à ses 4 derniers matchs du côté de Tourigny. Donc, vraiment là, en train de prendre ses airs d'aller à Jonquière. Puis il y a un autre joueur aussi que je voulais mentionner qui était la deuxième étoile du match, qu'on a déjà parlé parce qu'il a déjà été justement dans les étoiles de la semaine cette saison, mais c'est Simon-Claude Blackburn. Marqué un magnifique but en échappé, encore une fois, dans ce match-là. Puis Simon-Claude Blackburn qui 12 points en 8 matchs. Puis ce qui est le fun aussi, c'est que c'est un jeune joueur dans la Ligue, 28 ans, mais il est nouveau dans la Ligue, il vient de Jonquière. C'est un joueur qui n'a peut-être pas le pédigré de d'autres joueurs qui sont arrivés dans la Ligue, mais c'est un joueur qu'on a voulu faire de la place à Jonquière parce que c'est un joueur de la place, il est super intense, toujours à 100, il n'y a pas de vitesse, là, il y en a juste une. C'est tout le temps à 100 000 à l'heure. C'est vraiment le fun pour une équipe que ton joueur local est en train de déclare comme ça, puis d'avoir autant de succès. Je pense que les dirigeants de Jonquière doivent être super contents de voir ça. Ouais, ben je pense aussi du côté des partisans, là, c'est un joueur qu'on a mentionné que c'est pas une surprise, là, mais on est très content là, de l'apport qu'il amène depuis le début de la saison. Il y avait le match là, qui avait eu le tour du chapeau. Là, c'est un but, une passe dans ce match-là. C'est un joueur là, qui est un des favoris de la foule là, à Jonquière, ça c'est sûr. Exact. Donc, c'est ça. Puis, tu sais, c'est pas un joueur qui. C'est un joueur qui a joué dans des ligues un peu plus basses avant de rentrer dans la ligue nord-américaine. C'est quasiment comme si. Comparaison, je ne sais pas à quel point c'est une bonne comparaison, mais tu sais, un joueur qui
aurait roulé sa bosse, mettons, dans la East Coast puis la Ligue américaine avant de se rendre dans la Ligue nationale. Pour dire que la Ligue américaine, c'est la Ligue nationale, mais tu sais, de jouer dans les circuits un petit peu plus bas, senior au Québec, puis finalement arriver dans la Ligue américaine puis avoir ce succès-là, c'est vraiment une belle histoire. Là. Je pense qu'on devrait, s'il continue surtout d'avoir ce succès-là, de continuer d'en parler. Stéphane Bailey qui mentionne aussi qu'il y a eu des bonnes séries l'année passée. Oui, il y avait eu des bonnes séries, surtout contre Rivière-du-Loup, là, avait marqué plusieurs buts que je me rappelle. Puis je voulais mentionner aussi là, la vitesse des marquis contre l'Assurantia. Pour eux, les marquis, j'ai trouvé qu'ils étaient vraiment impressionnants. C'est un peu la qualité là, que j'ai trouvée dans ce match-là. Vraiment, les marquis sont vraiment intenses. Je pense depuis le début de la saison, je le dis ça me donne toujours des bons matchs, là, mais j'ai trouvé particulièrement là, que la rapidité des marquis en faisait voir de toutes les couleurs là, à l'autre équipe pendant ce match-là. Oui, exact. Puis c'est pas pour rien qu'ils sont deuxième au classement à égalité avec Sorel. Je pense que ça reflète le tout. Puis non, ça fait des bons matchs. Les marquis sont impliqués. Et samedi, le Cool FM là, qui a pris, pas sa revanche, là, mais qui s'est bien repris samedi avec une victoire là, contre l'Assurantia dans un duel là, de proximité. Oui, tu sais qu'on parlait des foules, encore une fois, 1862 spectateurs à Saint-Georges, c'est le fun à voir. Je pense qu'en première période, Saint-Georges, dans le fond, était partout sur la glace. Tous les buts qu'ils ont faits, c'était des super beaux buts, des beaux jeux de passe. Tu vois vraiment là, que les gars, là, on pourrait quasiment jouer les yeux fermés, puis on sait notre coéquipier va être où sur la glace. On a eu même le tic-tac-toe, c'est Verret de la il y a un petit but de la VLT tic-tac-toe, là, petit à la croix à Verret. Verret qui a complété d'un filet ouvert. C'était un jeu de passe parfait. Le premier but de Charles Tremblay dans la Ligue américaine aussi, c'était un jeu de passe parfait. Donc, c'était vraiment tout des... Même le but de la garde, c'était un beau but que la défensive pouvait rien. Donc, vraiment, je pense que le Cool FM a réussi à prendre l'avance dans ce match-là. Puis après ça, Thetford Mines ont tenté de revenir, mais on dirait que c'était comme un peu déjà trop loin. Est-ce que peut-être en troisième période, là, peut-être des pénalités de Saint-Georges là, qui ont fait que ça a ouvert un peu la porte à l'Assurantia? Je sais qu'ils ont fait un but, le but de Trabuco en avantage numérique à la fin de la troisième, mais on dirait que le vent a quand même un petit peu changé de côté là, plus tard dans le match. L'Assurantia, j'ai trouvé qu'ils sont adaptés un peu. Je sais pas si c'est comme... c'est peut-être jubilé quand on mène par 3 buts. Des fois, il y a peut-être un petit relâchement aussi. Comme on dit, des fois, la pire avance, là, c'est 2-0. Mais une avance de 2 buts. Non, je pense que c'est peut-être un peu de ça. Puis, du côté de l'Assurantia, c'était un peu 2 défaites comme ça. Je pense que c'est peut-être une des raisons pourquoi. Mais tu sais, Barry n'est pas du genre à paniquer non plus. Je sais pas. Je sais pas c'est quoi le raisonnement exact derrière l'échange qu'il a fait, mais clairement, on veut créer quelque chose. C'est peut-être qu'on avait une chance d'aller chercher un peu de toughness puis de mettre sous la main le meilleur pointeur de la saison dernière. Peut-être qu'il ne faut pas aller le voir plus loin que ça non plus. Là, peut-être mais ça va falloir que ça passe sur sa casse à Thetford parce que vraiment... je parlais de shake-up, mais finalement, ça va peut-être juste à donner comme ça que des joueurs qui veulent être proches de la maison, puis on était intéressés. C'est peut-être un bon timing aussi. Peut-être que Thetford aurait un meilleur début de saison, l'échange, il l'aurait fait pareil, mais là, ça donne le timing que ça va peut-être justement avoir l'effet d'un shake-up aussi, même si c'était pas ça le raisonnement.
C'est toujours jamais. On va voir ça là, dans les prochaines semaines. Daniel Poulain là, qui dit également là, Saint-Georges qui jouait à 4 défenseurs, Kevin Cloutier là, qui a montré sa polyvalence et qui a joué à la défense là, en fin de semaine. Ah oui, c'est ça, on le disait encore, qu'il y avait un surplus de défenseurs à Saint-Georges en début de saison. Ça a pris sa game pour que Kevin Cloutier doive aller jouer à la défense. Ouais. Quand même. C'est au rapide des matchs du week-end. Ce week-end, bon, on en a parlé, Pétrolier de Laval à Sorel-Tracy. Donc, ça va être tout un match, ça, j'imagine, les deux équipes première, deuxième place. Est-ce que Laval va vraiment partir en peur, un peu comme l'année dernière, en première place du classement? Ou est-ce que Sorel va pouvoir rétrécir un peu l'écart? Ça risque d'être encore une grosse foule à Sorel-Tracy. Également, dans un communiqué la semaine dernière, Christian Deschaines qui a laissé sous-entendre qu'il y aurait peut-être des renforts là, au niveau de ce qui se rajouterait à Sorel-Tracy. On verra, mais il avait laissé sous-entendre ça. Ensuite des renforts peut-être de Kennel ou des renforts d'autres joueurs, là? Je ne sais pas, mais habituellement, Christian Deschaines ne parle pas pour parler. Il choisit ses mots. Fait que je pense qu'il ne veut pas trop en dire non plus. Là, mais... Disant guichet, en tout cas. Oui, disant guichet, c'est ça. Ensuite de ça, Jonquière à Saint-Georges, vendredi également. Thetford et Rivière-du-Loup, le match des Toutous à Rivière-du-Loup. Puis, encore une fois, c'est un week-end de seulement 4 matchs. Donc, Rivière-du-Loup, samedi à Jonquière. Rivière-du-Loup qui va pouvoir essayer de prendre une revanche des séries de l'année dernière là, à Jonquière. C'est sûr. T'as-tu un petit questionnaire pour nous? Oui, j'ai un petit questionnaire vite pour finir. Comme je le dis tout le temps, mais j'essaie de m'inspirer là, des invités qu'on reçoit. Donc, Mathieu Gagnon a été repêché en 2013 dans la Ligue nord-américaine de hockey, le repêchage de 2013. De ce repêchage-là, il y a encore plusieurs joueurs actifs dans la Ligue qui ont été repêchés cette année-là. Mais il y en a seulement 2 qui sont toujours avec la même équipe qui l'ont repêché. En fait, 3 si on compte Gagnon, là, parce que Gagnon est l'équipe qui l'a repêché, les Rivière-du-Loup, cette année-là. Mais il y en a seulement 2 encore qui sont avec la même équipe. C'est qui ces joueurs-là? Puis je donne un mini-indice. Là. Il y en a un qui a toujours joué avec la même équipe depuis ce temps-là. Donc, il a toujours gardé la même équipe. Puis l'autre joue pour l'équipe qui l'a repêché, mais il y a eu quelques autres petits stops là, entre... a commencé pour cette équipe-là, s'est fait échanger quelques fois, puis là, il est revenu à l'équipe qui l'avait repêché. Les 2 joueurs ont joué dans la Ligue. Ces 2 joueurs-là ont joué dans la Ligue à partir de l'année suivante. Là. Donc, ça fait longtemps qu'ils sont dans la Ligue nord-américaine. Ça fait quasiment 10 ans. Un gars, celui qui est encore avec son équipe, ça peut être Gabriel Lemieux, l'assurantier. Non, c'est un bon guess, mais Gabriel Lemieux, ça fait encore plus longtemps que ça qu'il est à Thetford. Ils sont toujours actifs, là, ces joueurs-là, en ce moment. Oui, ils sont toujours actifs. Félix Dallaire qui dit Kevin Veilleux. Oui, Kevin Veilleux, c'en est un. Il avait été le premier choix au repêchage. Donc, lui, il joue pour Thetford, mais... OK, ouais, c'est ça. A joué ailleurs. Tu avais mis ta question à jour, là, quand même. Ouais. Mais il y en a un, l'autre a joué avec la même équipe depuis le début et est toujours là aujourd'hui. Félix qui dit Chris Lausier. Oui, Chris Lausier. Donc, encore une fois, 2 en 2 Félix. Mais là, c'était facile. Donc, l'autre, c'était Christophe Lausier qui est là depuis le repêchage de 2013. Puis Christophe Lausier, quand même, s'est fait repêcher en 2013 et a commencé à jouer en 2013 à Thetford et est encore là aujourd'hui. Donc, un vrai modèle de constance. Yes. Christophe Lausier. Un peu comme Gabriel Lemieux, mais Gabriel Lemieux, il a commencé en 2011, fait que c'était encore plus. C'était pas loin. Ouais.
Il y a Vincent Bélanger là, qui demande, peut-être en terminant, qui a gagné le trade Jonquière-Tedford d'après nous. C'est un peu dur à dire quand justement il y a le meilleur pointeur contre le meilleur buteur. Là, je pense que c'est plus vers la fin de la saison que ça serait possible de répondre à cette question-là. C'est donnant-donnant. Peut-être que justement, Poulain qui arrive avec Tedford, ça va peut-être fouetter un peu veilleux par la bande. Fait que, ouais, puis Gauthier aussi. Si Gauthier recommence avec le meilleur pointeur de la Ligue quand il cette semaine en jouant à Tedford, là, Tedford va avoir un gros avantage. Mais en même temps, je pense que il y a une carte cachée là-dedans qui pourrait peut-être être Yannick Riendeau. Si jamais il devient un bon joueur offensif à Jonquière, peut-être que ça va avoir pourrait faire pencher la balance peut-être plus du côté de Jonquière. C'est dur à dire qui gagne l'échange. En plus que tu rajoutes un Joey Rattel à l'équipe qui va bien en ce moment. Ouais. Je dirais, Vincent, si tu t'en rappelles, si tu nous reposes la question, mettons, la semaine avant les séries, on pourrait donner une réponse définitive. Ouais. Pour l'instant, c'est pas mal win-win. C'est plate de même. Mais je voyais quand même là, du monde qui... Il y en a du monde qui disait dans les commentaires bon trade de Jonquière, bon trade de l'Assurancieux. Je pense que les avis sont mitigés, partagés plutôt de part et d'autre. Ouais, puis tu sais, c'est sûr que Hubert Poulain aussi, c'est quand même un joueur qui peut jouer une présence régulière une fois de temps en temps. Puis en même temps, une équipe, on connaît quand même la Ligue nord-américaine, une équipe qui manque un peu. En fait, peut-être qu'il ne manquait pas de toughness, là, mais une équipe qui va chercher plus de toughness dans la Ligue nord-américaine, c'est sûr que c'est quand même un aspect de la game qui est encore présent. Là. On ne se le cachera pas. Fait, aussi, ouais, puis je pense que ça va être un joueur qui va être aimé peut-être à Tedford avec le départ de Bellemare qui n'est pas revenu cette année. C'est peut-être des joueurs là, que les partisans vont apprécier. Exact. Yes. Donc, ça conclut cette émission de la Source LNH. Merci Dave. Merci à notre invité aujourd'hui, Mathieu Coderre-Gagnon des Toiles de Rivière-du-Loup, qui était très généreux. Quelques petites anecdotes. C'était pas pire. Ouais. C'était bon. Je suis content qu'il ait compté un peu la raison pourquoi... Un peu la question que j'avais oublié de poser. J'avais oublié de poser pourquoi il était retourné, était-tu correct? En même temps, je ne voulais pas parler de blessure si jamais il y avait une blessure, mais je suis content qu'il l'ait dit que c'était juste parce qu'il pensait qu'il y avait un 10 de plus. Je pense que c'est quand même assez drôle. Yes. Merci à tout le monde là, qui nous a écoutés encore une fois cette semaine en grand nombre. Et on vous dit bonne semaine, allez dans les arénas le plus possible et bon match lors du prochain week-end. Et suivez ça, là, gardez ça en suspens. Là, qui a gagné le trade? Là, reposez la question avant les séries. On va en reparler plus tard. All right. Yeah. Au revoir et faites attention à vous au retour à la maison. Yes. Si vous êtes déjà à la maison, ben, on va quand même.